Donc les dynamiques iconiques, éthiques, méthodologiques et théoriques, c'est écrit sur la diapo. Donc en guise d'introduction, je voudrais vous dire ce qui vous anime dans cette présentation. Je voudrais surtout aujourd'hui vous faire part de quelques éléments de description linguistique de la LSF qui permettent d'expliciter ma théorie des dynamiques iconiques. Je vais en exposer plusieurs exemples variés. Mais auparavant, j'aurais voulu partager avec vous quelques réflexions liées à ce que j'appelle un peu pompeusement l'éthique. Cette éthique qui m'a guidée tout au long de mes recherches, je voulais vous la faire partager. Elle concerne autant la méthodologie, et là, Eliane prendra le relais en fin d'intervention, que la théorie. Et je voudrais aussi vous présenter la façon dont j'envisage la grammaire. Parce qu'en fait, moi, je considère que je travaille sur la grammaire de l'anglicisme. Alors, la grammaire, ça a l'air comme ça, très abstrait, une espèce d'équation mathématique, tout ça. En fait, non, c'est absolument passionnant. C'est un petit peu casse-tête, parfois, la grammaire, mais c'est passionnant. Et quelque chose d'aussi abstrait même que la grammaire d'une langue est inscrite dans le social et dans le culturel. C'est ce que je voulais souligner ici. C'est vrai que ça s'inscrit dans le social et le culturel en général, mais c'est encore plus vrai vraisemblablement quand on travaille sur les langues signées. Le sous-titre du colloque le résume parfaitement. On doit, en tant que chercheur, se demander si effectivement il y a complémentarité ou opposition entre la grammaire des langues vocales et la grammaire des langues gestuelles. Est-ce qu'on peut se permettre des ponts entre les langues ou est-ce qu'ils sont interdits ces ponts? J'en viens donc à mon premier développement, l'éthique. D'abord, l'éthique méthodologique. Disons que, d'entrée de jeu, que le terme éthique, historiquement, c'est lié à la notion de morale, mais ce n'est pas du tout ce que je veux en dire. Pour moi, c'est plus un ensemble de valeurs humaines, sociales, culturelles, qui finalement guident le chercheur. Sans jugement moraux, évidemment, a priori. Il s'agit pour moi, là, aujourd'hui, d'expliciter mon positionnement du chercheur et la méthodologie. Donc la méthodologie, là, je crois que Marianne en a bien parlé, c'est une question de terrain. En sciences humaines, on oppose souvent le chercheur de terrain avec le chercheur de laboratoire. Alors, le chercheur de laboratoire, il est un petit peu déconnecté de la réalité sociale. Il travaille sur ce que j'avais appelé il y a longtemps un terrain déplacé. C'est pas vraiment un terrain, mais quand on recherche en sciences humaines et sociales, on est bien obligé d'avoir affaire à de l'humain. Mais dans ces cas-là, avec le chercheur de laboratoire, on parle plutôt d'informateurs. Et ces informateurs ne sont pas vraiment définis ni socialement, ni culturellement, ce sont des informateurs. Travailler avec des informateurs, c'est une pratique très très fréquente en syntaxe. Pas en syntaxe délandécine, mais en syntaxe en général. Donc on demande à un individu bilingue de traduire des trucs, et puis après on tire des conclusions sur le fonctionnement de la langue, sans se préoccuper de dans quel contexte on dit ça, de dans quelles circonstances, etc., etc. Donc ce type de terrain ne s'inscrit pas du tout dans mon optique personnelle. Moi, personnellement, je ne travaille pas avec des informateurs, je travaille avec des collaborateurs, avec des compagnons de route que je fréquente de longue date. Ce type de rapport au terrain s'inscrit dans mon optique personnelle et pour moi, je suis un chercheur de terrain et non pas un chercheur de laboratoire.
Donc le chercheur de terrain, il travaille au milieu d'eux, auprès d'eux, avec les autres. Il investit une longue durée, un grand temps dans les échanges constants avec des lieux d'observation qui sont des lieux écologiques, comme on dit, c'est-à-dire des situations naturelles, socialement et culturellement construites. C'est donc un terrain investi, qui est fait de rencontres et de collaborations. Alors, même si on est sur un terrain investi, il y a des redoutables questions d'éthique qui se posent. En effet, on doit jongler avec une certaine forme d'empathie, d'écoute et une certaine distance que nécessite finalement un positionnement scientifique, une objectivité scientifique. Faute de quoi, le risque est celui de la démagogie, mais bon, il n'est peut-être pas pire que celui de l'instrumentalisation, qui est le fait des chercheurs de laboratoire. Donc, ça, c'est la question des terrains. Ensuite, il se pose la question des corpus. Personnellement, je me suis toujours appuyée sur des corpus extrêmement divers, variés, complètement éclectiques, et que j'ai construit au fur et à mesure des années avec des associations de sourds, des sourds, et Eliane vous en dira beaucoup plus dans la seconde partie, enfin dans la fin, le dernier point de l'intervention. Après, maintenant, j'en viens à la question de l'éthique théorique. Bon, je vais le dire vite, mais il faut quand même définir ce que c'est qu'une théorie. Donc, une théorie, c'est un ensemble cohérent de positions, de règles, et il n'y a qu'un but, c'est d'expliquer le plus de phénomènes possible. Une théorie ne va pas expliquer tous les phénomènes, enfin, c'est ma position en tout cas, mais il va essayer d'en expliquer le plus possible. Alors, concernant la description, les descriptions des langues gestuelles, il y a deux optiques théoriques différentes. Il y a ce qu'on appelle les recherches assimilatrices. Alors là, le chercheur n'a aucun intérêt particulier pour l'iconicité, la spatialité. Je crois que Christian Guchard, ce matin, on a bien parlé. On ne précise pas qu'il va y avoir besoin de créer quand même des concepts particuliers parce que ce sont des langues particulières, enfin particulières, disons par rapport aux langues vocales, elles sont iconiques, elles sont spatiales, donc ça on n'en a pas trop parlé dans les langues vocales, évidemment. Par exemple, il y a une chercheuse qui s'appelle Nedel, en 2001, elle écrivait qu'une structure comme... il lui donne, qui passe d'un espace à un autre, elle décrivait le point d'espace comme un préfixe sujet. Franchement, ça n'a aucun sens. D'abord, le terme préfixe, ça ne correspond pas du tout même à ce qu'on est dit dans les langues vocales. Et la question du sujet, est-ce qu'on peut parler de sujet grammatical en langue des signes? Personnellement, je ne pense pas, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, il y a les recherches qu'on peut appeler différentialistes, c'est-à-dire, c'est le contraire en fait. On forge des théories et des concepts inédits et on abandonne un petit peu tout ce qui a été prévu pour les langues vocales. Et à ce moment-là, les chercheurs font plus appel à d'autres disciplines, la psychologie, la sémiologie, les sciences cognitives, la psychanalyse, mais pas forcément la linguistique. Là, je pense que toute l'équipe de Luxac travaille plutôt dans cette recherche différentialiste, même s'ils font parfois des ponts avec les langues vocales. Alors personnellement, mon éthique personnelle, donc tout ça sont des positions éthiques. Je ne porte pas de jugement, ce n'est pas les miennes. Moi, je suis sur une éthique d'une voie moyenne qui postule qu'il peut y avoir une complémentarité entre les recherches des langues vocales. On peut utiliser des trucs qui ont été trouvés dans les langues vocales, en parler pour les langues gestuelles, et peut-être vice-versa. Les langues gestuelles peuvent aider à comprendre
les langues vocales, j'y viendrai tout à l'heure. Donc moi, j'ai travaillé essentiellement avec deux auteurs, enfin plein, mais deux auteurs, Cressel. Pourquoi Cressel? Il a écrit un bouquin de syntaxe générale, mais il a beaucoup travaillé sur les langues africaines. Donc ça se décentre par rapport à tout ce qu'on connaît des langues européennes, et ça permet de s'ouvrir à d'autres choses. Et j'ai travaillé avec la théorie structurale de Thénière. Pourquoi cette théorie? Parce qu'elle part du niveau sémantique. Le niveau sémantique, pour moi, c'est le niveau essentiel dans les langues vocales, dans toutes les langues d'ailleurs, dans les langues gestuelles. Dans toutes les langues, c'est un niveau essentiel, mais dans les langues gestuelles, c'est le niveau qui fait émerger la langue. Bon, qu'est-ce que c'est pour faire vite? Par exemple, les verbes sont structurés sémantiquement de façon très profonde. Par exemple, un verbe comme prêter, il dégage quelqu'un qui prête quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est universel en fait, hein, c'est pas lié aux langues. Après, les langues en font la grammaire qu'elles veulent, mais ça, c'est le niveau sémantique. Or, en langue des signes, je repasse vite fait cette diapo que tout le monde connaît. Les espaces présémantisés, que j'ai appelés donc espaces présémantisés, justement, permettent de distribuer ces rôles sémantiques. On est au niveau sémantique de la langue. Alors, je reprends l'exemple que j'avais pris tout à l'heure avec « il lui donne hein, », il lui donne, on voit bien que là, le signe va partir d'un espace présémantisé. Présémantisé, pourquoi faire? Pour faire de l'animé troisième personne. En position, non pas de sujet et d'objet, mais en position d'agent, celui qui fait l'action, et de bénéficiaire, celui à qui bénéficie l'action. Donc la structuration de la langue des signes est pour moi une structure sémantico-syntaxique et plutôt sémantico. Dans cette éthique théorique, pour moi, je vais donner un exemple avec la fonction pronominale. Il faut poser les bonnes questions. Alors on peut se dire comme question, on peut se dire quels sont les pronoms en LSF? Quels sont les pronoms? Ah, pardon. Il fallait le dire. Alors si on se dit simplement quels sont les pronoms en LSF, on va dire bon, ça c'est un pronom, donc pointé 1 c'est un pronom, pointé 2 c'est un pronom, pointé 2 c'est un pronom, et puis pointé 3 c'est un pronom, et puis voilà, et puis on va peut-être s'arrêter là parce qu'on a vu, ben voilà les pronoms. Donc pour moi c'est pas la bonne question. Pour moi la question c'est de dire comment s'exerce la fonction pronominale en langue des signes. Comme ça on va pouvoir trouver tous les éléments qui relèvent de cette fonction pronominale, c'est-à-dire qui fonctionnent comme des pronoms. Alors on a évidemment ces pointé 1, pointé 2, ok. On a un pointé 3 aussi, et là on s'arrête. Donc pointé 1 et pointé 2, donc moi, correspondent vraiment plutôt au français, moi, toi, pas du tout à je et il. Et je, tu et il. Le pointé 3, on sait très bien qu'en langue des signes, on en a différents. Je mets les dessins de Laurent Verlaine pour la mémoire des choses, hein, c'est tout. On les signe ici. Donc vous avez ce pointé-là qui est plutôt référé au discours, et celui-là c'est référé à la situation. Lui est là-bas. Hein, voilà. Donc là on a des termes en linguistique générale que j'ai mis en dessous. Et par contre, on voit bien que dans l'exemple toujours le même que j'ai pris à Nedel, quand on fait il me donne, on a bien quelque chose de pronominal. Hein. Donc on a finalement ce que la linguistique générale appelle des indices pronominaux. Les indices pronominaux, c'est ce qui est porté par le verbe. Donc ça correspond complètement. C'est un indice pronominal. C'est pas franchement un pronom. Pourquoi c'est pas un pronom? Parce qu'on ne peut pas
séparé comme ça, tout ça tout seul, ça ne veut rien dire, mais ça exerce dans ce cadre-là, d'une trajectoire bien vraie, ça exerce du pronominal. De la même manière, les formes de main vont avoir des fonctions pronominales, elles sont justement ce qu'on appelle des proformes manuelles, comme dans l'exemple que j'ai mis là, c'est donc papillon qui se pose sur l'épaule. Donc on signe papillon et la forme de main, on la garde pour faire une fonction pronominale. De la même façon, le corps peut avoir une fonction pronominale. C'est pour ça que, personnellement, pour la cohérence de ma théorie, je ne parle pas de transfert ou de je ne sais plus comment ça s'appelle, je parle de proforme corporelle parce que c'est cohérent par rapport à proforme manuelle. Donc ça, c'est la fonction. Bon. Donc, j'en viens au cœur, c'est-à-dire les dynamiques iconiques, du lexique à la syntaxe. Pour moi, c'est le lexique, la connaissance profonde du lexique est importante pour comprendre la syntaxe. Donc je reviens à mon schéma du lexique, parce que dans le lexique, il y a un paramètre qui est vraiment énervant, qui n'est pas très sympa, c'est le paramètre orientation. Pourquoi il n'est pas sympa? Parce que d'abord, il n'a aucun intérêt du point de vue des dynamiques iconiques, et puis ensuite, il est très contraint. Il est contraint pour l'agencement des signes, et il est contraint par la physiologie même. On peut pas mettre ses mains dans n'importe quel ordre, on ne va pas se tourner les poignets. Donc, il n'est pas très intéressant en tant que tel. D'ailleurs, au départ, Stucky, je ne sais pas comment on dit, l'avait pas isolé, il l'avait rattaché au mouvement, et c'est ensuite Battison qui, en 1974, en a fait un paramètre. Donc, moi, je m'intéresse aux trois autres paramètres, que vous connaissez bien, donc configuration, emplacement, mouvement, qui sont choisis dans une langue iconique, ils sont choisis pour leur visée iconique. Hein, ils ne sont pas choisis au hasard, ils sont choisis pour imiter le réel. Et pour moi, à ce stade lexical, c'est des unités de type phonologique. Ça n'a pas de sens. Par contre, ça se charge, ça peut se charger iconiquement, ça dépend des signes, on va voir l'exemple tout de suite. Et quand ça se charge iconiquement, ça permet de mettre en place des dynamiques de ces paramètres qui vont pouvoir changer de statut. Voilà, donc je vais donner des exemples maintenant. Je vais donner des exemples. Je suis revenue en arrière. C'est de ma faute. Avec les formes de main d'abord, quelques exemples à faire les formes de main. Donc on va passer. Donc au départ, on a des formes de main qui sont dépourvues de sens de mon point de vue. Donc un statut phonologique. Par exemple, le signe pourquoi. Pourquoi, là, on a une forme de main qu'on appelle index. Quel sens elle a? Rien du tout, elle n'a pas de sens, elle n'est pas très iconique. Bon, voilà, elle est dépourvue de sens, c'est un phonème. Après, c'est pareil avec les signes avec mouvement interne. Par exemple, loup, hein, on a deux formes de main, en ouverture et fermeture, mais chaque forme de main n'a pas vraiment du sens, d'autant que l'iconicité là, ce n'est pas les formes de main, c'est le tracé. C'est le tracé que font les formes de main. Donc là, pour moi, on est au niveau par exemple, le signe voir, on a quelque chose d'assez iconique qui part des yeux et qui fait comme ça quelque chose qui embrasse la vision. Et là, cette forme de main-là, on va la retrouver dans des signes comme, alors là, je ne sais plus comment faire, examiner, que vous avez en dessin là, surveiller, c'est la même forme de main, visiter, c'est la même forme de main, et aveugle, c'est aussi la même forme de main. Donc, pour moi, cette forme de main-là, elle se charge de
sens, et on peut dire que d'un statut phonologique, d'un statut qui n'a pas de sens, elle passe à un statut que j'appelle sublexical. C'est pas complètement tout le lexique, mais ça structure le lexique, et c'est ce que j'appelle une base dérivationnelle. À partir de la forme de main de voir, on va pouvoir, il y en a plein d'autres, des exemples avec cette forme de main, on va avoir un élément de sens, un concept qui sera véhiculé, qui formera la famille lexicale. Et ce concept, c'est le regard qui est impliqué par le sens de chacun de ces verbes. Examiner, il faut regarder, surveiller, il faut regarder, visiter, il faut regarder, et aveugle, hélas, on ne voit pas. Après, un autre, ça descend encore d'un cran, on va arriver entre le lexique et la syntaxe, la morpholexicale, les fameux spécificateurs de taille et de forme. Donc si je prends celui-là, je vais prendre des exemples bien connus. Ce spécificateur de forme-là, pince ronde, là, petit rond, si je le mets sur une robe, j'ai une robe à poids. Si je le mets sur une plage, j'ai une plage de galets, bon, etc., etc. On connaît bien ça depuis assez longtemps. Ensuite, ça va encore descendre d'un cran, ça va passer au niveau syntaxique. La forme de main, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec le papillon qui se pose sur l'épaule. Donc je redonne un autre exemple avec une structure de phrase cette fois-ci. Je vais d'abord la signer, ensuite j'enverrai le dessin. Je vais dire le ballon est sur la table, donc je signe table. Ça c'est la structure de la phrase. Je signe table, je signe ballon, et ensuite à la fin, dans le nœud verbal, j'ai les deux proformes qui sont avec valeur pronominale et qui sont la structure de la phrase et qui sont passés au niveau syntaxique avec cette fonction pronominale d'indice pronominaux si vous voulez. Donc voilà, le ballon est sur la table, ballon, et ensuite la structure du verbe. Alors, justement, ça m'intéresse cette histoire de verbe et de forme de main. Ça m'intéresse pour voir comment les formes de main sont inclus dans les compléments de verbe. Enfin, les compléments de verbe. Donc, tout à l'heure, j'ai donné le verbe prêter. Je peux prendre le verbe manger. Quand on dit manger, dans la structure du verbe manger, il y a manger, enfin, quelqu'un mange quelque chose. Pour l'instant. Enfin, la structure la plus générale, la plus globale. Donc là, la forme de main va inclure l'objet du verbe. Un proforme. Donc manger un sandwich, on va avoir cette proforme de main qui rappelle le sandwich. Manger une pomme, manger, bon, ça c'est assez connu. Mais il y a une question, et c'est là qu'on peut faire des ponts entre langue, enfin j'en ai déjà fait plein, mais là c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans la recherche sur les langues vocales, on se pose beaucoup de questions sur l'instrument. L'instrument, c'est le rôle sémantique, avec quoi on fait quelque chose. Avec quoi? On n'arrive pas à savoir, vraiment, on n'a pas trop de réponse ferme pour savoir si c'est un complément vraiment lié au verbe ou pas lié au verbe. Et en fait, la langue des signes répond à cette question, au moins pour certains verbes, puisque quand on mange avec une fourchette, on n'a pas la même forme de main. On inclut l'instrument. L'instrument est inclus dans le verbe. Alors, est-ce que c'est lexicalisé ou pas lexicalisé? Lexicalisé, ça voudrait dire que c'est un lexique fixe et que même si on fait juste comme ça, on peut dire, ça veut dire manger à une fourchette. Il faudrait des recherches, moi j'ai pas fait de recherches sur la lexicalisation, mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans les signes, le verbe manger est conçu conceptuellement comme quelqu'un mange quelque chose avec quelque chose, avec un instrument. Sinon, les formes de main ne seraient pas là en reprise pronominale, elles seraient ailleurs, autrement, et ailleurs dans l'espace.
sémantique du verbe couper. Eh bien, pareil, la structure sémantique du verbe couper en langue des signes, elle inclut l'instrument. On coupe, quelqu'un coupe quelque chose avec un instrument. Alors, par exemple, ça nécessite de sélectionner le lexique adéquat. Si je me coupe les cheveux, je suis obligée d'utiliser ce lexique-là. Alors, je ne sais pas très bien si c'est lexicalisé, mais en tous les cas, c'est ça qu'il faut dire. Et je coupe un arbre, évidemment, ça va être la précision. Donc, je coupe un arbre, vraiment, c'est important de savoir si c'est lexicalisé. Bon, il faudrait que des chercheurs trouvent des méthodologies pour le faire et qu'ils aient le temps de le faire. Je résume là juste ce que je viens de dire. Je ne commente pas ce tableau, je vous laisse regarder. C'est comment ça passe d'un statut à un autre et les terminologies qui changent, puisque c'est important d'avoir des terminologies différentes si on n'est pas à des mêmes niveaux. On ne va pas parler tout le temps de forme de main, ça ennuie. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre un deuxième paramètre, le mouvement. Donc le mouvement, il a, pareil, au niveau du lexique, au niveau du vocabulaire, il a un statut de phonologie qui n'a pas de sens. Il sert juste à articuler le geste et le sens. Sans mouvement, il n'y a pas de sens. Donc on a deux types de mouvements. Le mouvement articulateur, donc par exemple, souvent c'est un mouvement répété et assez petit, comme dans encore, ou un mouvement large et unique, comme dans table. Et puis il y a aussi un mouvement interne, comme on a vu tout à l'heure pour nous, ou comme on pourrait le voir aussi pour fleurs. Voilà. Donc, là, on est dans de la phonologie. On est dans des mouvements qui n'ont pas vraiment de sens, qui ne sont pas trop chargés. Tous ne sont pas chargés, tous les mouvements ne sont pas chargés iconiquement. Toutes les formes de main ne sont pas chargées iconiquement. C'est quand c'est chargé iconiquement que ça peut créer des dynamiques iconiques. Donc, un statut, donc pareil que un statut sublexical, morphosyntaxique, qui va être le support de flexion iconique qui va créer des familles lexicales. Par exemple, c'est un exemple que j'ai déjà donné, donc je vais aller vite. Le signe mer et le signe bateau, ou avancer le signe donc mer ou le signe bateau, qui a un signe qui est un signe qu'on appelle verbonominal, c'est à la fois un nom et un verbe. Dans le lexique, on ne sait pas, c'est dans la phrase qu'on va savoir. Donc, ce lexique, le mouvement fait que ce mouvement-là va rappeler la mer dans le bateau. Et ça va relier les signes entre eux. Et à partir de là, on peut créer des familles lexicales. Donc, cette famille lexicale que j'ai déjà beaucoup posée. Donc, il y aura avancé simplement pour un bateau. Je vais faire le contraire de tout à l'heure, les affiches et puis je les signe après. Donc, on va avoir donc, avancé pour un bateau, c'est neutre. Après, on peut couler. Voilà le mouvement. Donc, le mouvement s'arrête. Ensuite, on a des mouvements comme ça, des mouvements comme ça, et puis des mouvements comme ça. Donc, tous ces mouvements créent une famille lexicale. Alors, la question, je ne vais pas répondre à cette question, c'est toujours la même. C'est est-ce que c'est lexicalisé? Voilà pour le mouvement. J'en viens maintenant au statut syntaxique du mouvement. Donc ça, on en a déjà parlé. Le statut syntaxique du mouvement, c'est le trajectoire verbal. Donc ça va relier entre des locus, y compris les espaces présémantisés. Dans il lui donne, on a une trajectoire verbale qui distribue les rôles sémantiques. Donc ça peut aller de l'agent au bénéficiaire, comme dans il lui donne, dans je le lui prête, ou dans donne-moi.
Donc ça, ce sont des trajectoires qui relient Donc ici, le mouvement a un statut syntaxique, au niveau syntaxique. Ça peut aussi être agent vers locatif, comme par exemple, je vais à la maison, j'y vais, je pars de l'espace numéro 1, et je vais vers l'espace locatif en haut. Voilà. Ça, c'est le mouvement, c'est un statut syntaxique. On observe aussi des choses intéressantes qui sont, à mon sens, des adjonctions verbales. J'avais discuté avec des sourds sur le signe maison. Le signe maison est un signe dont le mouvement est pratiquement pas iconique. Voilà. Mais on peut adjoindre un mouvement vers le bas. Donc on a maison, on peut. Bon. Donc là, ce mouvement-là, en lui-même, il est verbal, ce que j'appelle une adjonction verbale, qu'on va traduire en français par la maison s'écroule, comme c'est écrit là-haut. Et avec les sourds, on avait bien rigolé parce qu'il y a des sourds qui faisaient donc comme ça. Et puis il y a eu une proposition, donc, comme si la maison renaissait tous ses cendres. Donc ça, c'est une adjonction verbale poétique, enfin ludique en tout cas. C'est fini. Bon, je ne vous donne pas les emplacements. Les emplacements, ça fonctionne un petit peu comme les formes de main. Voilà, donc maintenant c'est Eliane qui va finir de parler de l'éthique méthodologique, de la façon dont on met en place des collaborations et des échanges. Avec Agnès Fillet, nous avons une longue collaboration avec l'association nous sommes originaires, nous sommes à Grenoble. Alors, il y a deux sites à Grenoble, l'ancien site et le nouveau site. Je vous donne tous les deux pour respecter le public et savoir si le site existe encore. Je voulais insister sur le travail de collaboration qui est mené depuis plus d'une vingtaine d'années avec Agnès Fillet, et on a participé à de nombreuses recherches, à de nombreuses réflexions sur la ville de Grenoble et nos environnements. Et c'est de ça que notre structure n'a pas travaillé seule, mais a travaillé en collaboration très étroite avec Agnès Fillet et son laboratoire. Nous avons mis avec le LSF un travail indépendant. On peut aussi réfléchir ensemble sur les choses, mais
malgré le départ en retraite de Daniel, on a continué à travailler sur ce début. Je vous disais tout à l'heure que j'allais vous montrer des photos plutôt anciennes. On a eu des réunions, comme je vous disais tout à l'heure, des grandes réunions de la région Rhône-Alpes. On a ce que j'ai évoqué tout à l'heure, des réunions d'échange sur la linguistique, on a réfléchi ensemble sur des choses, on a validé des hypothèses, on a beaucoup élaboré et on a essayé de respecter les variations régionales. L'idée étant de travailler vraiment sur les questions grammaticales, mais tout en respectant les diversités régionales. Alors, la façon dont on a travaillé, c'est par exemple d'avoir élaboré des grilles de transcription, puisqu'on a tous, bien sûr, collecté des vidéos, et les vidéos, il faut les exploiter, il faut les analyser, il faut les réfléchir. On peut les analyser selon plusieurs critères, et là, l'idée c'était de pouvoir les transcrire, sur ces vidéos. Voici un petit peu de transcription utilisée. On a mis également des réunions pédagogiques au sein de l'UNSF, des réunions en collaboration avec l'université pour développer des programmes de formation, réfléchir sur des approches que nous allions mettre en œuvre. En même temps, je ne suis pas linguiste, clairement. J'étais plutôt dans une question d'organisation, de mise en relation entre l'université et notre culture. Voici des stagiaires de cette époque. Par ailleurs, on a aussi travaillé sur d'autres types de corpus, comme par exemple un corpus dédié à la santé. Donc on a travaillé en collaboration avec l'unité de soins et l'accueil des personnes sourdes, en l'occurrence le docteur Benoît Bourdin, qui est intervenu auprès d'intermédiateurs, d'interprètes, d'enseignants, pour travailler sur les questions de vocabulaire spécifique. Donc on a élaboré ensemble des définitions, en tout cas du lexique, qui a été plus ou moins validé. Par exemple, on a travaillé sur la notion de diabète, et on pouvait choisir un signe de diabète qui soit le plus pertinent possible. L'UNSF, l'université, a également une dimension échanges internationaux où nous avons collaboré notamment avec la Moldavie. Donc là, c'est un pays de l'Est. On est intervenu dans une toute petite ville à proximité de l'Ukraine, qui appartenait à la Pologne à cette époque. Et nous sommes intervenus au nom d'une ONG qui s'appelle Pédiatres du Monde. Et nous avons fait 32 voyages pour rencontrer des jeunes et accompagner les jeunes à devenir des formateurs dans leur médecine. Pédiatres du Monde a pensé qu'on intervenait pour former des parents ou des professionnels. En fait, on s'est orienté sur plutôt former des jeunes, tout en respectant leur culture et leur identité. On ne se voyait pas imposer nos normes. Et on a donc accompagné 5 jeunes qui sont même venus à Grenoble visiter la France et visiter une université. C'est la première fois qu'ils rentrent dans une université. Et à mon avis, c'était pas la question pour eux d'y accéder. Donc ça a été un point très intéressant. Donc avec Agnès, on a aussi essayé d'avoir une approche réflexive sur la médecine pratiquée là-bas, la médecine moldave. Alors bien sûr, des lexiques spécifiques, mais quand même de grande proximité. Les échanges étaient très intéressants sur ce sujet. Autre type d'échanges internationaux, ça se passe aux États-Unis, dans la ville de New York, à Rochester. On a pu rencontrer un professeur français qui enseigne là-bas. Et tous les ans, on organise des sorties, des visites, des
et ici. D'accord, on a le temps. Très bien. Voilà, c'était un peu tendu, pas dépendant du temps. Bonjour à tous. Question. Effectivement, on est allé très loin en profondeur. Mais la question, c'est comment on arrive en amont à aller aussi loin dans les types de corpus et quel apport de notre recherche, la méthodologie et le support. Est-ce que ça va? Je suis clair? Alors je vais reformuler. Cette méthodologie de recherche, elle va vers des prises de corpus pour faire de l'analyse. Je posais la question justement de cette méthodologie, comment vous avez fait, comment vous êtes organisé, et puis comment est-ce que vous avez licité tout ça? Est-ce que vous avez fait des phrases pour demander aux gens de signer? Comment est-ce que vous avez produit, comment vous avez licité, comment les personnes signant dans ces corpus ont été amenées à produire cette récit? Quelle est votre méthodologie? Merci de la question. Merci de la question. Je m'excuse d'avoir pas très bien compris au début. En fait, c'est une excellente question. On a eu des subventions de la région Rhône-Alpes, je ne sais plus en quelle année, pour faire tourner un programme dont il s'appelait Émergence. Et il s'agissait de poser des corpus pour répondre à des questions linguistiques liées à la LSF. Donc, on a constitué un premier groupe de chercheurs, de sourds qui étaient enseignants. Ils étaient tous enseignants en langue des signes. C'est un point important. Et pour avoir des corpus, on posait simplement sur la table, par exemple, aller discuter entre vous et essayer qu'il y ait des notions de quantité dedans. On exprime comment la quantité, beaucoup, pas beaucoup, 4, 5, un peu, etc. Et donc, c'était des libres productions. Il n'y avait pas de demande de traduction, c'était des libres productions. Et puis, dans ces productions-là, sur un thème, on avait forcément aussi des points de recherche, par exemple, dans toutes les phrases, on peut chercher sur le pronom, on peut chercher. Voilà. Donc, mes premiers corpus, c'était comme ça. Et vous avez raison, j'ai eu, pas beaucoup, mais j'ai eu besoin, de temps en temps, d'excitation, donc de demander confirmation à des sourds que c'était bien ça et pas autre chose. Ça, j'ai pas pu y échapper. Donc, c'est des corpus qui sont pas complètement spontanés, puisqu'il y a un thème qui est donné au départ, qui n'est pas complètement spontané, mais c'est quand même relativement spontané. Et après, pour le corpus de la médecine, avec le médecin, là c'était complètement spontané parce que c'était des sourds qui avaient raconté des trucs qui leur étaient arrivés médicalement et qui ont discuté autour de leur médecine et tout ça. Et là, c'était aussi là, c'était complètement spontané, mais c'était la thématique de la santé. Voilà, c'est toujours pareil. Et puis par ailleurs, j'avais demandé à des sourds de raconter des histoires. Donc n'importe quoi. Là, il fallait que je choisisse des histoires. Voilà, donc c'est tout cet ensemble de corpus. Et après, je discutais avec les sourds, on discutait. Et notamment, le lien entre recherche et formation, pour moi, est très important. Et dans le DU, là, dont Eliane a c'était construit,
en même temps, etc. Voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé. Enfin, qu'on a travaillé ensemble. Rebonjour. Cette présentation m'a apporté pas mal d'éléments pour réfléchir sur la situation. Vous avez évoqué un travail de réflexion, par exemple, sur le mot marché. Je prends un exemple de marché, mais vous l'avez pas cité, mais par exemple, un mot, un sigle comme marché peut se décliner avec plusieurs types de phrases comme dire je marche lentement, etc. Enfin bon, très bien. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'après, il y ait une contamination près du monde des signes et qu'on se finisse par utiliser des signes pour dire je marche lentement en mettant des signes côte à côte plutôt que de garder la force spontanée d'expression de la langue. Donc la question, c'est comment, à partir des recherches, on arrive à quand même respecter, à conserver la particularité de la langue. Alors, le principe du chercheur en linguistique, c'est de rendre compte de tout ce qui se dit, c'est pas de tout ce qui s'échange. C'est pas de poser un jugement et de dire ça c'est la bonne langue des signes, ça c'est pas la bonne langue des signes. Ça c'est pas mon problème. Ça c'est le problème peut-être des enseignants, c'est le problème des sourds eux-mêmes. Et par contre, par rapport à je marche lentement, enfin moi je n'ai jamais vu un sourd dire je marche et après lentement. Jamais vu ça. Donc c'est toujours l'adverbe est toujours incorporé. J'ai pas vu qu'il y avait une contamination du français. Par contre, je parlais tout à l'heure des informateurs. C'est vrai que si on fait faire des traductions à des sourds pour avoir du corpus, on est sûr d'avoir du biais. Parce que le sourd un sourd bilingue, il risque d'être influencé par le français, et effectivement, là, de dire je marche, et puis après le signe lentement, mais par influence du français. Mais sinon, moi, je n'ai jamais vu. Bon, moi, je ne pratique pas du tout cette méthodologie, donc ça ne me concerne pas. Mais je sais que certains de mes étudiants ont essayé de faire cette méthodologie, on se rendait compte qu'il y avait des biais. Quand je dis certains de mes étudiants, c'était il y a très très longtemps, au tout début des recherches, dans les années 85, non, peut-être pas quand même, mais 90. Voilà, mais je ne crois pas qu'il y ait de contamination. Après, les sourds, ils font ce qu'ils veulent de leur langue, c'est pas à moi de juger. Je ne juge pas, j'enregistre. J'enregistre et j'analyse. Voilà. Prendre le hachette. Laisse-nous prendre le hachette, c'est pas grave. Bon, ça y est, la voix est revenue, on va pouvoir continuer. Bonjour, ravi de voir votre présentation et de votre travail, et puis de voir tout ce qui s'est passé avec toute l'équipe d'appui qui est derrière nous. C'est intéressant de voir aussi que l'université apporte une main à la réflexion. Dans ce qui a été dit, peut-être il y a des choses que j'ai mal compris, mais je me disais la chose suivante. Quand vous parliez par exemple du fait que le signe de bateau, vous donniez l'exemple de bateau tout à l'heure, je pensais à une sorte de grammaire universelle. Quand du coup on injecte dans un mot des suffixes de préfixes,
il n'y a pas de préfixe, il n'y a pas de suffixe. Parce que préfixe veut dire avant, suffixe veut dire après. C'est pas comme ça que ça marche. À la limite, éventuellement, on peut avoir un fixe, c'est-à-dire dedans, un fixe. Dedans, je ne dis pas de signe. Mais même, c'est pas très intéressant. Parce qu'en fait, je reprends l'exemple du bateau. Il y a un mouvement, et en fait, sur ce mouvement, il va y avoir des flexions. C'est-à-dire, le mouvement va changer. C'est pas un préfixe, c'est pas un suffixe. C'est à l'intérieur du mouvement, ça change, ça fait des flexions. Flexion, c'est un mot qui appartient à la linguistique des langues locales, mais qui, à mon avis, là, marche tout à fait bien, parce qu'une flexion, c'est une variation dans la forme. Alors, quand le mouvement varie dans sa forme, pour moi, c'est pas très compliqué. Enfin, ça ne me gêne pas de dire flexion. Par contre, quand on a les formes de main, comme dans voir, qui va créer toute la famille lexicale, enfin, on va retrouver dans surveiller, dans visiter, etc. Là, je ne parle pas de préfixe, de suffixe. La forme de main, c'est pas un préfixe, c'est pas un suffixe. C'est juste, ça devient ce que j'appelle une base. C'est-à-dire que ça garde sa qualité de configuration et c'est une base dérivationnelle. Donc c'est pas en soi un préfixe ou un suffixe, mais c'est une base de dérivation qui véhicule un concept qui n'est pas l'entièreté du concept lexical, mais qui en est une partie. Ça rejoint un petit peu sauf que moi je ne citais pas du tout au niveau du lexique, mais ça rejoint un peu des atomes de sens dont vous parlez, Christian, à un moment, des choses comme ça. Mais moi, je le prends du niveau du lexique et je regarde comment ça change de statut, ces éléments. Et pour moi, c'est ça qui fait l'économie de la langue. J'avais préparé une belle diapo, je dirais, parce que en plus j'étais déjà trop long, mais c'est ça. Et j'avais préparé une belle diapo sur l'économie linguistique des langues gestuelles et des langues locales. C'est pas du tout la même. Et pour moi, justement, le fait que ces paramètres changent de statut, qui peuvent passer d'un statut phonologique à un statut syntaxique, en passant par ce qu'on a vu, c'est vraiment l'économie langagière de la langue des signes. Parce que ça permet. Parce que dans les langues vocales, on a 30, 32, 36, suivant les descriptions en français, par exemple, de sons. Avec ces sons, on peut faire toutes les phrases, tous les mots, on peut faire tout pour nous. On a 36. 36, c'est rien du tout. En langue des signes, si on additionne les formes de main, les mouvements, les orientations, les trucs, on arrive à je ne sais pas combien, je crois pas que c'est chiffré. Les formes de main ont été bien explorées, mais suivant les chercheurs, les nombres diffèrent. Nous disons que ça tourne autour de 90, je ne sais pas quoi. Et c'est pas ça l'économie. L'économie, c'est qu'ils peuvent choisir. Parce que ça, c'est pas une économie, ça, c'est un métier. Donc, l'économie, c'est qu'ils peuvent changer de statut. On garde la même chose, mais ça change de statut. Et ça, c'est une partie de l'économie. L'autre partie de l'économie de langue visuelle, c'est la spatialité. Parce qu'avec l'économie dont je parle, l'économie des paramètres, on est dans le lexique qui va glisser les paramètres de lexique. Et l'autre économie, c'est la spatialité. Voilà. J'espère que j'ai un peu répondu. Merci beaucoup pour cette présentation.